suis Michel Canis, je suis chirurgien gynécologue. Je travaille dans l'endoscopie opératoire depuis des années. Et c'est à cause de cet intérêt pour l'endoscopie opératoire que je me suis intéressé au péritoine. Et écrire dans l'EMC à propos du péritoine, c'est essayer de rendre le péritoine accessible à tous les chirurgiens qui peuvent consulter cette revue et aussi à tous les étudiants pour qui l'EMC reste encore une référence qu'ils utilisent dans leur enseignement, dans leur approche de la chirurgie. Et c'est pour ça que je pense que c'est important de les éveiller à cette physiologie du péritoine pendant leur formation, et l'EMC est sûrement un des meilleurs endroits pour le faire. Je voudrais dire que l'EMC, pour cet article, a poussé ses murs, a accepté un nombre de références inhabituelles, a accepté un nombre de pages inhabituelles, et je voudrais remercier l'éditeur pour ça, et ça souligne bien l'importance de ce sujet. Ce chapitre sur la physiologie péritonéale est un chapitre que j'ai eu l'occasion d'écrire plusieurs fois. Mais pour cette nouvelle version, il m'est apparu indispensable d'avoir un radiologue. Nous avons maintenant tous très fréquemment dans notre pratique à lire des images en coupe, que ce soit des scanners ou des IRM. Et seuls les radiologues peuvent nous apprendre à les lire. Et c'est pour ça que j'ai demandé à une radiologue, Constance Ordonneau, de nous donner son éclairage sur l'interprétation de ces images, sur les bases de la lecture de la radiologie du péritoine. Et ça me semblait tout à fait important pour l'éducation des chirurgiens dans l'avenir. La physiologie péritonéale pour les chirurgiens, c'est quelque chose qui a souvent été un peu négligé ou subi. Tous les chirurgiens savent par exemple que leurs gestes sont compliqués d'adhérence post-opératoire de manière extrêmement fréquente, mais ils n'ont pas toujours bien la compréhension de pourquoi il y a des adhérences après l'intervention chirurgicale. Il est bien qu'ils connaissent cette physiologie parce que ça leur permet d'adapter leurs gestes, ça leur permet d'adapter leur pratique. Et c'est devenu encore plus important aujourd'hui parce que l'endoscopie nous permet de modifier l'environnement périopératoire. Quand on travaillait à ventre ouvert, on travaille dans un environnement qui est difficilement modifiable. Quand on travaille à ventre fermé, on peut modifier la pression, la température, la composition du gaz et on peut éventuellement ajouter des traitements par vaporisation. L'endoscopie nous donne donc là des instruments qui vont permettre d'influer sur le résultat post-opératoire grâce à des traitements péropératoires. Mais pour faire ça, il est bien évident qu'il faut savoir comment fonctionne le péritoine pour pouvoir améliorer son fonctionnement périopératoire et donc améliorer le résultat post-opératoire. Ce chapitre est un chapitre en mouvement perpétuel, c'est-à-dire que hier soir, par exemple, j'ai retravaillé pour préparer un petit peu notre discussion d'aujourd'hui et je me suis aperçu qu'il y a maintenant un certain nombre de notions très importantes qui apparaissent sur le vieillissement du péritoine et ses conséquences sur le risque métastatique, par exemple. Il y a aussi des changements très importants dans la connaissance immunologique du péritoine. En particulier, les derniers articles sur la physiologie de l'épiplomb sont extrêmement intéressants et deviennent d'une précision inégalée jusqu'à maintenant. Autrement dit, des néphrologues, des immunologistes, des spécialistes des adhérences, des biochimistes travaillent en permanence sur cet organe, souvent dans leur laboratoire, loin des chirurgiens. Et je pense qu'il est important qu'il y ait quelque part un article qui fasse le lien ou qui essaye de faire le lien entre tous ces chercheurs fondamentaux qui apportent des informations capitales pour notre pratique et puis les chirurgiens qui sont souvent très loin de ces informations parce qu'ils lisent pas ces revues et qu'ils n'ont pas le temps de les lire. Et il me paraît vraiment fondamental de continuer à faire le lien entre les chirurgiens et cette recherche qui est quelque chose qui change tous les jours en fait et qui change probablement de plus en plus vite et qui aura de plus en plus de conséquences parce que vraiment on va pouvoir traiter le péritoine pendant l'intervention comme les anesthésistes traitent la douleur pendant l'intervention. Il va falloir que les chirurgiens apprennent à traiter le péritoine pendant l'intervention pour améliorer les suites opératoires.